Salut, c'est Hugo. Avant de débuter le résumé de la semaine, juste un petit mot pour vous dire qu'on a sorti vendredi un nouvel épisode de l'émission audio avec Mima. On parle d'actualité, de relations amoureuses dans le monde, de jeux vidéo et bien plus encore. Les liens pour écouter tout ça sont dans la description et pensez au passage à bien vous abonner à l'émission pour recevoir les épisodes suivants. Bref, cette semaine, je vais vous parler de la catastrophe du pont à Gênes en Italie, des tensions entre les États-Unis et la Turquie, du procès de Monsanto, mais aussi de la guerre au Yémen et de la lutte contre les fausses informations. Mardi, une partie du viaduc Morandi à Gênes, en Italie, s'est effondrée, faisant au moins 39 victimes. Cette catastrophe a choqué tout le pays et après le deuil, vient le moment de se demander les différentes responsabilités et les pistes d'explication de ce drame. La première piste, elle concerne la structure du pont, qui a été inauguré en 1967. Il n'était pas totalement plat, il avait quelques creux et bosses, et surtout, il était fait de béton et d'acier, des matériaux qui résistent mal à l'usure du temps. L'important trafic posait également problème, car selon l'ingénieure italienne Marzia Marandola, le trafic était, je cite, 10 fois supérieur à celui prévu au moment de sa construction. Deuxième piste pour expliquer la catastrophe, l'entretien du pont. C'est la société de maintenance Autostrade per l'Italia qui en était chargée. Les autorités la tiennent pour responsable et ont ouvert une enquête contre elle. La société risque une amende de 150 millions d'euros selon le ministre italien des infrastructures et des transports, Danilo Toninelli. Enfin, la météo pourrait aussi avoir joué un rôle. Au moment de l'accident, la région était en vigilance orange pour vent et orage. Certains témoins ont d'ailleurs vu la foudre frapper le viaduc. Quel que soit le résultat de l'enquête, ce drame n'est pas une première en Italie. En 3 ans, 8 ponts se sont effondrés dans le pays et ce seraient des accidents souvent liés à une baisse importante des subventions, donc de l'argent public dédié au réseau routier en Italie. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en France, la situation elle est pas vraiment meilleure. Selon un rapport commandé par l'État, 840 ponts en France nécessitent des travaux d'urgence et présentent un risque d'effondrement. En attendant, les recherches se poursuivent en Italie. Entre 10 et 20 personnes sont toujours portées disparues. Depuis une quinzaine de jours, les tensions diplomatiques entre la Turquie et les États-Unis sont très fortes et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Tout a commencé lorsqu'un pasteur américain, Andrew Brunson, a été emprisonné en Turquie. Ce pasteur, il était accusé d'entretenir des liens avec Fethullah Gülen et Fethullah Gülen, c'est un Turc exilé aux États-Unis et c'est le principal opposant au président actuel de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Bref, le pasteur américain a donc été emprisonné en Turquie et ça n'a pas plu aux États-Unis. Très vite, Donald Trump a réagi en mettant en place des sanctions contre la Turquie, notamment économiques. Et ces sanctions, au fil des jours, elles ont augmenté. Une semaine après le début des tensions, le cours de la monnaie turque, le livre turc, a chuté et a même atteint son plus bas niveau historique à cause des sanctions américaines. Pour vous faire une idée, en une journée, elle a perdu jusqu'à 16% de sa valeur face au dollar, ce qui est énorme. Le gouvernement d'Erdogan a tenté de stabiliser la situation en sanctionnant également les États-Unis et en dénonçant un complot politique de leur part. Cette crise, elle montre en quoi la Turquie reste fragile sur le plan diplomatique malgré le pouvoir de son leader Erdogan. Face à l'Europe, la Turquie a des arguments, notamment grâce à sa position sur la situation au Moyen-Orient et dans le contexte de la crise des migrants, mais face aux États-Unis, ses capacités de représailles sont minimes et la crise entre Erdogan et Trump le montre bien aujourd'hui. La Turquie est d'ailleurs obligée de se tourner vers d'autres alliés comme le Qatar qui va faire un don de 15 milliards de dollars pour aider son économie. La troisième actualité de la semaine concerne le procès gagné par un jardinier contre la multinationale Monsanto. La semaine dernière, un jardinier américain, Dwayne Johnson, atteint d'un cancer incurable, a gagné son procès contre l'entreprise Monsanto. Elle devra lui verser 289 millions de dollars. La firme est accusée d'avoir menti sur la dangerosité d'un de ses produits, le désherbant Roundup, qui serait à l'origine du cancer du jardinier malade. Une substance de ce désherbant est particulièrement visée et cette substance, c'est le glyphosate. Le glyphosate, aujourd'hui, c'est le pesticide le plus utilisé au monde, notamment dans le milieu de l'agriculture, avec plus de 800 000 tonnes déversées par an. Et en l'occurrence, il est au cœur du modèle économique de l'entreprise Monsanto. Cette victoire du jardinier américain face au groupe international est donc symbolique car elle pourrait ouvrir la porte à d'autres procès. Actuellement, plus de 4000 procédures judiciaires sont en cours contre le glyphosate aux États-Unis. En fait, à terme, le glyphosate pourrait même totalement disparaître de nos vies. Depuis 2015, il a été reconnu comme une substance potentiellement cancérogène. En gros, cela veut dire qu'elle peut favoriser l'apparition du cancer. L'Europe a même décidé de le commercialiser encore seulement pendant 5 ans et c'est ce qui inquiète les agriculteurs
agriculteurs sur le long terme. En effet, aujourd'hui, ils sont nombreux à dépendre du glyphosate pour travailler leur culture. Quatrième temps fort de la semaine, une attaque aérienne qui a fait 51 morts, dont 40 enfants, jeudi 9 août dans le nord du Yémen. Le raid aérien a frappé un bus transportant des enfants et a profondément choqué le pays qui vit en plein chaos depuis 2014. Pour résumer rapidement la situation au Yémen, deux clans se disputent le pouvoir, les forces du gouvernement face aux rebelles houtistes qui se sont emparés d'une partie du pays. En gros, le président Abd Rabbo Mansour Hadi est soutenu par une alliance de 9 pays arabes, dont l'Arabie Saoudite. Cette guerre a déjà fait 10 000 morts et a provoqué, je cite, la pire crise humanitaire au monde actuellement, selon l'ONU. Le raid meurtrier du 9 août a été attribué à la coalition, autrement dit l'alliance menée par l'Arabie Saoudite. Pour se défendre, l'Arabie Saoudite parle de, je cite, dommages collatéraux subis par un bus de passagers lors d'une opération contre les rebelles. Mais dans ce conflit, la France est très critiquée car elle continue de vendre des armes à l'Arabie Saoudite et à ses alliés. Ces armes, elles auraient été utilisées contre des civils au Yémen et plusieurs ONG et députés français réclament la création d'une commission d'enquête pour connaître le rôle exact de l'État français par ces ventes d'armes. De son côté, l'ONU a demandé une enquête après le raid, l'organisation tente de jouer la médiatrice entre les deux camps et a invité le gouvernement yéménite et les Houthis à des négociations de paix à Genève le 6 septembre. La dernière actualité de la semaine, c'est la lutte des médias américains contre les fausses informations ou fake news en anglais. Pour la première fois depuis le début du mandat de Donald Trump, les médias américains ont décidé de se rassembler pour dénoncer l'attitude du président américain vis-à-vis des médias. Cela fait maintenant plus d'1 an et demi que Donald Trump répète que les médias relaient de fausses informations, les fameuses fake news comme il les appelle. Selon lui, ces médias sont même, je cite, l'ennemi du peuple américain. C'est pour cela que plus de 200 journaux ont rappelé, chacun dans un éditorial vendredi, l'importance de leur métier. Leur message a été fortement relayé sur les réseaux sociaux avec le hashtag Enemy of None, autrement dit, ennemi de personne. Pour eux, l'attitude de Trump est tout simplement antidémocratique car ils considèrent que les médias qui ne sont pas d'accord avec sa politique ne sont tout simplement pas bons. Le problème pour les médias américains, c'est que leur riposte ne risque pas d'être beaucoup entendue par les soutiens de Donald Trump. En effet, ceux qui liront l'appel de ces journalistes ont très peu de chances d'être ceux qui, justement, doutent du sérieux et du travail des médias. Le débat de la semaine, c'est donc le suivant: soutenez-vous l'appel des 200 médias américains contre les attaques de Donald Trump? Pour participer au débat, c'est très simple, ça se passe évidemment à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite, et surtout, je vous invite à en débattre et à justifier votre réponse dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Au passage, vous avez été pas mal à me le demander, donc c'est désormais chose faite. Dans la description pour chaque actu, vous pourrez trouver à chaque fois au moins 2 des sources que nous avons utilisées avec les liens si jamais vous voulez approfondir. Et dans la description aussi, du coup, vous retrouvez donc les liens du podcast. Je crois que j'ai tout dit, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour être les premiers sur l'info. On se dit à très vite.